Dans le froid des rues, une jeune mère est humiliée par un homme d'affaires en demandant l'aumône pour nourrir sa fille. Peu après, elle trouve son portefeuille, rempli d'argent, et choisit de le lui rendre, malgré son besoin désespéré. Ce geste inattendu réveille de vieilles blessures chez l'homme et crée un lien qui changera à jamais le destin des trois. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant. Laissez un pouce bleu, cela aide énormément notre travail, et écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le vent glacial de janvier tailladait les rues du centre de Paris comme des lames de rasoir invisibles, s'infiltrant par les interstices des immeubles et charriant avec lui l'odeur des gaz d'échappement, de la nourriture et de l'humidité qui précèdent la neige. Camille resserra une fois de plus la couverture usée autour du petit corps fragile de Sophie, sa fille de seulement 4 mois, qui dormait blottie contre sa poitrine. Le tissu fin les protégeait à peine du froid qui montait du béton à travers le carton qui leur servait d'isolant avec le sol. C'était la 3e nuit consécutive que Camille se postait là, à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de l'avenue Matignon, stratégiquement proche du restaurant L'Arôme, d'où les gens sortaient satisfaits, le ventre plein et le portefeuille lourd. Elle avait appris, au cours des dernières semaines passées dans la rue, que l'emplacement était primordial. Les riches sortaient des restaurants chers, avec une conscience plus souple, plus enclin à jeter quelques pièces dans le gobelet en plastique qu'elle gardait devant elle. Sophie s'agita dans les bras de sa mère, un léger gémissement s'échappant de ses lèvres roses. Camille savait ce que cela signifiait. La faim, la même faim qu'elle ressentait elle-même depuis des heures, qui lui rongeait l'estomac comme un animal féroce. Mais sa propre faim n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que le lait en poudre était terminé depuis le matin même et qu'il lui fallait au moins 20 € pour acheter une autre petite boîte à la pharmacie du coin. Une toux sèche et rauque monta de sa gorge, la faisant se plier légèrement en avant. Depuis quelques jours, elle avait remarqué ce raclement persistant, cette sensation d'avoir quelque chose de coincé dans sa poitrine. Mais elle n'avait pas le temps de penser à elle-même. Sophie était sa priorité, son unique raison de continuer à se battre chaque jour. Le mouvement à l'entrée du restaurant s'intensifia. Il était presque 21h30, l'heure où les couples et les groupes d'amis commençaient à quitter l'établissement après de longs repas arrosés de vin coûteux et de conversations insouciantes. Camille ajusta Sophie dans ses bras et adopta la posture qu'elle avait appris à prendre, humble mais pas trop soumise, les yeux baissés mais pas complètement cachés. Un couple d'âge mûr passa devant elle sans même lui jeter un regard, leur voix forte discutant des projets pour le week-end à Deauville. Une femme plus jeune, seule, s'arrêta brièvement et laissa tomber un billet de 5 € dans le gobelet, offrant un sourire rapide avant d'accélérer le pas vers le taxi qui l'attendait. Camille murmura un remerciement discret, sentant une lueur d'espoir grandir dans sa poitrine. 5 €. Il n'en manquait plus que 15. Lors d'une bonne soirée, elle parvenait à récolter entre 15 et 20 €. Cette nuit s'annonçait meilleure que les précédentes. C'est alors qu'elle le vit. Édouard Martel sortit du restaurant avec la posture droite et assurée de celui qui est né habitué à commander. Grand, la quarantaine, des cheveux sombres impeccablement coupés et un costume qui coûtait probablement plus que ce que Camille gagnait en 6 mois quand elle avait encore un emploi. Il marchait d'un pas pressé, les yeux rivés sur l'écran de son portable, tapant quelque chose avec des mouvements précis et irrités. Camille leva légèrement le gobelet dans sa direction, un geste presque imperceptible mais qu'il remarqua. Édouard s'arrêta brusquement, baissant son téléphone et fixant sur elle un regard qui mêlait dédain et impatience. « Travaillez !» dit-il, la voix aussi tranchante que le vent qui les entourait. « Au lieu de rester là à mendier, chercher un emploi, il y a des postes dans toute la ville pour ceux qui veulent vraiment travailler. » Les mots tombèrent sur Camille comme des pierres. Elle sentit son visage brûler de honte et de colère, mais elle garda les yeux baissés. Sophie se mit à gémir plus fort, comme si elle sentait la tension dans l'air. « J'ai une petite fille, monsieur, » murmura Camille, la voix presque inaudible. « J'ai juste besoin d'un peu d'argent pour lui acheter du lait. » Édouard laissa échapper un rire amer. Classique. Il y a toujours une histoire, n'est-ce pas? Un enfant malade, une famille à nourrir. Vous croyez que nous sommes tous des idiots. Il secoua la tête avec mépris.
Si vous y aviez pensé avant d'avoir un enfant que vous ne pouvez pas élever, vous ne seriez pas dans cette situation. » Ces paroles transpercèrent le cœur de Camille comme des aiguilles. Elle serra Sophie plus fort contre sa poitrine, sentant les larmes lui brûler les yeux. Elle voulait crier, lui parler des 2 emplois qu'elle avait perdus en découvrant sa grossesse, du père de Sophie qui avait disparu dès qu'il avait appris la nouvelle, des loyers qu'elle n'avait plus pu payer quand son congé maternité s'était terminé et qu'elle n'avait pas trouvé de crèche pour sa fille. Elle voulait lui expliquer que ce n'était ni de la paresse ni un choix, mais une succession de malheurs qui l'avait menée jusque-là. Mais Édouard s'éloignait déjà, rangeant son téléphone dans la poche intérieure de son veston et se dirigeant vers sa voiture, une BMW noire rutilante garée à quelques mètres de là. Camille baissa la tête, sentant une toux plus forte monter de ses poumons, suivie d'un goût métallique dans la bouche, qu'elle tenta d'ignorer. Sophie pleurait maintenant plus intensément, et Camille commença à la bercer doucement, lui chuchotant une berceuse que sa propre mère lui chantait quand elle était enfant. La musique semblait apaiser non seulement le bébé, mais aussi le cœur blessé de Camille. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'elle remarqua l'objet sombre tomber près du trottoir exactement là où Édouard s'était arrêté pour l'humilier. C'était un portefeuille en cuir noir, élégant et visiblement cher. Camille regarda autour d'elle, cherchant son propriétaire, mais Édouard était déjà parti, et la rue était momentanément vide. En faisant attention de ne pas réveiller Sophie, qui s'était enfin calmée, Camille tendit la main et ramassa le portefeuille. Il était lourd, de belles factures, avec des initiales dorées gravées, E.M. Édouard Martel. Il n'y avait aucun doute, il était à lui. Camille ouvrit le portefeuille avec des mains tremblantes. Ce qu'elle vit lui fit avaler sa salive. Il y avait au moins 1 000 € en espèces, en billets de 100 et 50. Des cartes de crédit dorées, une autre en platine, des papiers d'identité rangés dans des compartiments en cuir souple, et puis, dans le dernier compartiment, une vieille photographie au bord délavé. L'image montrait un homme plus jeune, avec le même visage qu'Édouard, mais une expression complètement différente. Il souriait franchement, les yeux brillants de bonheur, tandis qu'il tenait dans ses bras une petite fille d'environ 3 ans. La fillette avait des boucles blondes et portait une petite robe bleue à fleurs blanches. Il semblait être dans un parc, avec des arbres verts en arrière-plan, et irradiait une joie si pure qu'il était impossible de ne pas être touché. Camille étudia la photo longuement, sentant quelque chose d'étrange remuer dans sa poitrine. Il y avait tant d'amour dans cette image, tant de tendresse dans la façon dont l'homme tenait l'enfant. Était-ce le même homme qui venait de la traiter avec une telle cruauté? Qu'était-il arrivé à cette jolie petite fille? Où était maintenant ce père souriant? Inconsciemment, Camille baissa les yeux vers Sophie, qui dormait paisiblement dans ses bras. L'amour qu'elle ressentait pour sa fille était écrasant, capable de lui faire supporter n'importe quelle humiliation, n'importe quelle douleur, n'importe quel sacrifice. C'était un amour qui transformait une mère en guerrière, prête à affronter le monde entier si nécessaire. Édouard avait-il ressenti cela pour la petite fille de la photo? Le ressentait-il encore? La tentation était énorme. Avec cet argent, elle pourrait louer une modeste chambre pour quelques mois, acheter suffisamment de lait et de nourriture pour se relever, chercher du travail sans la pression immédiate de la survie. Elle pourrait donner à Sophie un toit sur la tête, un bain chaud, un vrai lit. Mais en regardant la photo, une voix intérieure lui murmura que ce n'était pas bien. Peu importait comment Édouard l'avait traité, peu importait à quel point sa situation était désespérée. Ce portefeuille n'était pas à elle, et s'il avait besoin d'un document urgent, s'il y avait quelque chose d'important à l'intérieur qu'elle ne pouvait pas voir, Camille referma soigneusement le portefeuille, le glissant à l'intérieur de son manteau usé. Sa décision était prise, elle le rendrait à Édouard. Pas pour les 1 000 € qui pourraient changer sa vie temporairement, mais pour quelque chose de bien plus précieux, son intégrité. C'était tout ce qui lui restait, la seule chose que personne ne pourrait lui enlever. Sophie soupira dans ses bras, un son petit et doux qui résonna dans la nuit froide. Camille embrassa le front tiède de sa fille et lui murmura une promesse. « On va trouver une solution, mon amour. Il y a toujours une solution quand on fait ce qui est juste. » L'horloge de l'église voisine sonna 22 heures. Le mouvement dans la rue avait diminué, et Camille savait que ses chances d'obtenir d'autres dons ce soir-là étaient minces.
Mais elle avait maintenant une mission différente. Elle devait découvrir comment trouver Édouard et lui rendre son portefeuille. Elle se souvint vaguement d'avoir vu le nom d'une entreprise sur les cartes de visite en ouvrant le portefeuille. Martel & Associés. Ce serait difficile de le trouver, surtout sans argent pour les transports, mais elle trouverait un moyen. Elle en trouvait toujours un. Alors qu'elle organisait ses quelques affaires pour passer la nuit là, à ce coin de rue froid de Paris, Camille n'imaginait pas que cette simple décision de rendre un portefeuille perdu serait le début d'un voyage qui changerait non seulement sa vie et celle de Sophie, mais réveillerait aussi des fantômes endormis dans le cœur d'un homme qui avait oublié comment aimer sans réserve. Le vent continuait de trancher les rues de la ville, mais pour Camille, cette nuit-là, il semblait murmurer des promesses de changement. L'aube à Paris arriva accompagnée d'un crachin fin qui rendait l'air encore plus froid et pénétrant. Camille avait passé la nuit éveillée, non seulement à cause de l'inconfort du froid qui montait du sol à travers le carton humide, mais surtout à cause des plans qui bouillonnaient dans son esprit. Le portefeuille d'Édouard brûlait, comme une braise à l'intérieur de son manteau, lui rappelant à chaque mouvement la décision qu'elle avait prise. Sophie se réveilla en pleurant avec les premiers rayons de soleil qui parvenaient à percer les nuages chargés. Camille savait que c'était la fin. Le dernier biberon avait été donné la veille après-midi avec les restes du lait en poudre qu'elle avait réussi à acheter 2 jours plus tôt. Maintenant, en regardant le gobelet avec seulement 7 € et quelques pièces, le résultat de la nuit précédente, elle fit un calcul rapide et douloureux. Il n'y avait pas assez d'argent pour le lait, mais elle ne toucherait pas au portefeuille d'Édouard. Jamais. « Calme-toi, mon amour », chuchota-t-elle à Sophie, la berçant doucement tout en fouillant dans les sacs en plastique qui contenaient ses affaires. Elle trouva un petit biberon et le remplit d'eau. Ce n'était pas l'idéal, mais cela maintiendrait le bébé hydraté pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'elle puisse résoudre la situation. Camille avait mémorisé le nom de l'entreprise qu'elle avait vue sur les cartes de visite, Martel & Associés. Pendant la nuit, tandis que Sophie dormait d'un sommeil agité, elle avait planifié comment trouver l'adresse. Elle savait qu'il y avait un cybercafé à quelques rues de là, où elle pourrait utiliser un ordinateur pour 2 € les 15 minutes. Ce serait suffisant pour rechercher l'emplacement de l'entreprise. Elle organisa ses quelques affaires, rangea soigneusement le portefeuille dans la poche intérieure de son manteau et prit Sophie dans ses bras. La marche jusqu'au cybercafé dura 20 minutes, Camille s'arrêtant plusieurs fois pour tousser, une toux de plus en plus persistante qui laissait un goût étrange dans sa bouche. L'établissement était petit et mal éclairé, avec une dizaine de vieux ordinateurs répartis dans des cabines exiguës. Le propriétaire, un homme d'âge mûr au ventre proéminent et aux lunettes embuées, regarda Camille et Sophie avec méfiance. « 15 minutes, 2 €, payés d'avance », dit-il sèchement en tendant la main. Camille lui donna les pièces et se dirigea vers l'ordinateur indiqué. Sophie avait cessé de pleurer, mais elle était agitée, bougeant constamment dans les bras de sa mère. D'une main tenant le bébé et de l'autre tapant lentement, Camille rechercha « Martel & Associés Paris ». Le résultat apparut immédiatement. L'entreprise était située dans le quartier de la Défense, avenue Charles de Gaulle, numéro 375, 12e étage. Camille étudia la carte sur l'écran, calculant mentalement la distance. Il y avait au moins 15 kilomètres du centre jusqu'à là. En bus, cela lui coûterait environ 8 € rien que pour l'aller. À pied, il lui faudrait plus de 3 heures de marche. Elle regarda Sophie, qui commençait à s'irriter à cause de la faim, et prit sa décision. Elles iraient à pied. Il lui restait 5 € qu'elle garderait pour une urgence. La marche serait longue et fatigante, mais elle avait affronté pire ces derniers mois. Elle nota l'adresse sur un bout de papier et quitta le cybercafé. Le soleil était plus fort maintenant, mais le crachin continuait, créant une humidité désagréable dans l'air. Camille ajusta mieux la couverture autour de Sophie et commença sa marche. Les 2 premières heures furent les plus difficiles. Sophie pleurait par intermittence, clairement affamée, et Camille se sentait de plus en plus faible. La toux s'était aggravée, accompagnée maintenant d'une douleur dans la poitrine qui l'obligeait à s'arrêter fréquemment pour reprendre son souffle. Plusieurs fois, elle pensa à abandonner, à retourner dans le centre et à simplement garder le portefeuille jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen plus facile de le rendre. Mais chaque
Fois qu'elle repensait à la photo qu'elle avait vue la nuit précédente, l'image de l'homme souriant avec la petite fille dans ses bras, elle sentait une force inexplicable la pousser à continuer. Il y avait quelque chose dans cette photo qui la touchait profondément, une pureté de sentiment qu'elle reconnaissait pour le ressentir elle-même pour Sophie. En chemin, elle s'arrêta dans une boulangerie et demanda un verre d'eau. La vendeuse, une dame aux cheveux gris, regarda Sophie avec compassion et lui offrit un biberon d'eau tiède. « Pour la petite », dit-elle gentiment, « on dirait qu'elle a faim. » Camille la remercia, les larmes aux yeux. Il y avait de la bonté dans le monde, de petits gestes qui restauraient sa foi en l'humanité. Sophie but avidement, se calmant momentanément. Il fallut près de 4 heures de marche avant que Camille n'arrive enfin sur l'avenue Charles de Gaulle. Le contraste avec le centre de Paris était saisissant. Des gratte-ciel hauts et modernes, des rues propres, des voitures importées circulant lentement. Des gens bien habillés marchaient à la hâte, semblant tous avoir des destinations importantes et des vies organisées. L'immeuble de Martel et Associés était imposant, tout en verre miroir, avec une façade qui reflétait le ciel nuageux comme un miroir géant. Camille s'arrêta sur le trottoir d'en face, soudain consciente de son apparence. Elle était sale, avec des vêtements froissés et les cheveux en désordre. Sophie aussi avait besoin d'un bain et de vêtements propres. Comment parviendrait-elle à entrer là-dedans? Elle prit une profonde inspiration, rassembla son courage et se dirigea vers l'entrée principale. 2 agents de sécurité en uniforme étaient postés là. Des hommes grands et musclés qui semblaient évaluer chaque personne qui s'approchait. « Excusez-moi », dit Camille, essayant de garder la voix ferme. « Je dois parler à monsieur Édouard Martel. J'ai quelque chose qui lui appartient. » Le premier agent, un homme brun d'une 30aine d'années, la toisa de haut en bas avec un mélange de dédain et de méfiance. « Monsieur Martel ne reçoit pas de visite sans rendez-vous, dit-il, bloquant l'entrée avec son corps. Et surtout pas de gens comme vous. » Le second agent, plus âgé et apparemment plus expérimenté, s'approcha. « Quel genre de chose avez-vous qui appartient à monsieur Martel ?» demanda-t-il, le ton suggérant clairement qu'il doutait de ses intentions. Camille hésita. Montrer. Le portefeuille là, devant tout le monde, ne semblait pas une bonne idée. C'est quelque chose de personnel, il l'a fait tomber hier soir et j'aimerais le lui rendre. Les 2 agents de sécurité échangèrent des regards complices. « Bien sûr, » dit le plus jeune, sarcastique. « Et moi, je suis le maire de Paris. Écoutez, madame, je ne sais pas quel est votre plan, mais ça ne marchera pas ici. Vous feriez mieux de partir avant qu'on appelle la police. »« S'il vous plaît, » insista Camille, sentant la frustration monter. « Je veux juste rendre quelque chose qui lui appartient. 5 minutes, c'est tout. » Sophie se remit à pleurer, un cri aigu qui résonna dans le hall élégant de l'immeuble. Quelques passants s'arrêtèrent pour regarder, chuchotant entre eux. Camille se sentait humiliée, exposée, mais elle n'abandonnerait pas. « Je ne partirai pas avant de lui avoir parlé, » dit-elle, avec une fermeté qui la surprit elle-même. L'agent plus âgé soupira, irrité. « Attendez ici, » dit-il, en se dirigeant vers le comptoir de la réception. Camille le vit prendre le téléphone et composer un numéro interne. Il parla à voix basse pendant quelques secondes, puis revint vers elle. « Monsieur Martel descendra dans 5 minutes, » annonça-t-il clairement contrarié. « Mais si c'est une sorte d'arnaque, vous allez le regretter. » Camille hocha la tête, essayant de calmer Sophie qui pleurait de plus en plus fort. Les 5 minutes parurent une éternité, les agents de sécurité l'observant comme si elle était un animal dangereux sur le point d'attaquer. D'autres personnes entraient et sortaient de l'immeuble, toutes détournant le regard comme si sa présence était une tâche dans cet environnement impeccable. Quand l'ascenseur s'ouvrit enfin, Édouard en sortit avec la même posture hautaine que la veille. Il portait un costume bleu marine impeccable, les cheveux parfaitement coiffés, et tenait une mallette en cuir qui coûtait probablement plus que ce que Camille gagnait en 1 an quand elle avait encore un emploi. Ses yeux rencontrèrent immédiatement les siens, et elle vit l'irritation flamber dans son regard. « Qu'est-ce que vous fichez ici ?» dit-il en s'approchant d'un pas ferme. « Comment avez-vous su où je travaille ?» Camille déglutit, sentant tous les mots qu'elle avait répétés pendant sa marche s'évaporer de son esprit. Sophie pleurait dans ses bras, et elle essayait de la bercer pour la calmer. « Monsieur Martel, commença-t-elle, la voix tremblante, vous avez fait tomber ceci hier soir. »
Elle sortit le portefeuille de son manteau et le lui tendit. Édouard s'arrêta net, ses yeux se fixant sur le portefeuille comme s'il voyait un fantôme. Il le prit des mains de Camille et commença immédiatement à en vérifier le contenu, ses doigts se déplaçant rapidement entre les compartiments. L'argent était là. Toutes les cartes, les papiers et la photo. Édouard leva les yeux vers Camille, une expression de surprise authentique remplaçant son irritation précédente. « Tout y est, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Oui, monsieur, je n'ai touché à rien. » Il l'étudia longuement, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme complexe. « Pourquoi ?» demanda-t-il finalement. « Pourquoi l'avez-vous rapporté ? Il y avait assez d'argent là-dedans pour que vous puissiez vivre confortablement pendant des mois. » Camille baissa les yeux, serrant Sophie plus fort. « Parce que ce n'était pas à moi, monsieur, et parce que... » Elle hésita, puis le regarda de nouveau. « Parce que j'ai vu la photo de votre fille, et j'ai compris que certaines choses sont trop importantes pour être perdues. » Le visage d'Édouard se durcit immédiatement, comme si un masque était tombé sur ses traits. « Vous ne savez rien de ma fille, dit-il, la voix glaciale. « C'est vrai, acquiesça doucement Camille, mais je sais ce que c'est que d'aimer sa fille plus que sa propre vie, et j'ai imaginé que la photo devait avoir une valeur particulière pour vous. » Édouard rangea le portefeuille dans la poche intérieure de son veston et sortit un billet de 50 € du plus petit portefeuille qu'il portait dans l'autre poche. « Tenez, dit-il en tendant l'argent à Camille, pour votre honnêteté. » Camille regarda l'argent, sentant la tentation lui brûler la poitrine. 50 € résoudraient ses problèmes immédiats. Du lait pour Sophie, de la nourriture, peut-être même une chambre bon marché pour quelques nuits. Mais elle secoua la tête. « Je ne veux pas d'argent, monsieur. » Édouard fronça les sourcils, clairement confus. « Alors que voulez-vous » Camille prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qu'elle possédait. Sophie avait cessé de pleurer et l'observait avec de grands yeux curieux. « Je veux que vous vous occupiez de ma fille. » Les mots tombèrent dans le hall silencieux comme des bombes. Édouard recula d'un pas, les yeux écarquillés de choc. « Qu'est-ce que vous avez dit ?»« Juste le temps que je me remette sur pied, » continua rapidement Camille, voyant qu'il était sur le point d'exploser. « Le temps que je trouve du travail, un endroit où vivre. C'est un bon bébé, elle ne cause pas de problème. Et je suis malade. Je sens que mon état s'aggrave de jour en jour. S'il m'arrive quelque chose, elle n'aura personne. » Édouard la regarda, comme si elle était devenue complètement folle. « Vous me demandez d'adopter un enfant? Une inconnue ?»« Pas d'adopter, » corrigea Camille désespérément. « Juste de vous en occuper temporairement. Comme une nounou, mais à l'envers. Je travaillerai pour vous, je ferai n'importe quoi, je nettoierai votre maison, je m'occuperai du jardin, n'importe quoi. Mais je ne peux pas la laisser avoir faim ou froid. »« Vous êtes folle, » dit Édouard, faisant demi-tour vers l'ascenseur. « C'est ridicule. » C'est alors que Camille sentit la toux remonter plus forte qu'avant. Elle se plia en deux, au-dessus de Sophie, essayant de la protéger et toussa violemment. Quand elle retira sa main de sa bouche, il y avait du sang sur ses doigts. Édouard s'arrêta à mi-chemin de l'ascenseur et se retourna. Il vit le sang, il vit la pâleur mortelle sur le visage de Camille, il vit la façon dont elle tremblait en essayant de rester debout. Et pendant un instant terrible et révélateur, il vit sa propre fille dans les bras de Sophie. Il vit le désespoir d'un père ou d'une mère, prêt à tout pour protéger celui ou celle qu'il aimait le plus. « Merde !» murmura-t-il en passant la main dans ses cheveux. Édouard fixa Camille pendant de longues secondes, la voyant vaciller légèrement, le sang encore visible sur ses lèvres. Sophie gémissait doucement dans ses bras, comme si elle sentait la faiblesse de sa mère. Autour d'eux, le hall luxueux de l'immeuble semblait s'être figé dans le temps, employés et visiteurs observant la scène avec une curiosité à peine dissimulée. « Monsieur Martel, tout va bien ?» demanda l'agent de sécurité plus âgé, s'approchant avec prudence. Édouard ne répondit pas immédiatement. Son esprit était partagé entre la raison, qui lui hurlait de fuir cette situation, et quelque chose de plus profond, une voix qu'il avait réduite au silence depuis des années, mais qui maintenant murmurait des souvenirs d'une époque où il aurait lui-même fait n'importe quoi pour protéger ceux qu'il aimait. « Carlos appelait mon chauffeur, dit-il finalement, la voix rauque. Dites-lui d'amener la voiture devant l'entrée. » L'agent de sécurité hésita. « Monsieur,
Vous êtes sûr ?» Édouard regarda de nouveau Camille, qui essayait de nettoyer discrètement le sang de ses lèvres avec le dos de sa main. « Certain, » répondit-il, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. 15 minutes plus tard, la BMW noire d'Édouard s'arrêtait devant l'immeuble. Le chauffeur, un homme d'âge mûr nommé Jean, sortit rapidement pour ouvrir la portière arrière, mais s'arrêta, confus, en voyant Camille et Sophie. « Jean, elles viennent avec nous, » dit sèchement Édouard. « À la maison d'amis. » Jean travaillait pour la famille Martel depuis plus de 10 ans. Il connaissait Édouard depuis avant la tragédie, qu'il avait transformé en l'homme froid et renfermé qu'il était aujourd'hui. Il savait quand ne pas poser de questions. « Bien, monsieur, » dit-il, simplement, aidant Camille à monter dans la voiture. Le trajet jusqu'à la résidence d'Édouard se fit dans un silence tendu. Camille tenait Sophie contre sa poitrine, essayant de ne pas tousser pour ne pas attirer davantage l'attention sur son état. Édouard était sur le siège avant, apparemment absorbé par le paysage qui défilait par la fenêtre, mais en réalité luttant contre une avalanche de souvenirs que la présence du bébé réveillait. La propriété d'Édouard était située dans un quartier huppé de Paris, caché derrière de hauts murs et des portails électroniques. Lorsque la voiture franchit l'entrée principale, Camille ne put retenir un soupir d'admiration. La maison principale était immense, une construction moderne de 2 étages avec de grandes baies vitrées qui reflétaient le jardin impeccablement entretenu. Des fontaines créaient un son doux et relaxant et des arbres centenaires étaient disséminés sur tout le terrain. « La maison d'amis est là, » dit Édouard, désignant une construction plus petite, mais tout aussi élégante, située à une 50aine de mètres de la maison principale. « Vous resterez là, temporairement, » insista-t-il sur le dernier mot. Jean gara la voiture devant la maison d'amis. C'était une résidence de plein pied, avec des vérandas aérées et son propre jardin. Pour Camille, qui dormait à la belle étoile depuis des mois, cela ressemblait à un palais. Édouard descendit de la voiture et se dirigea vers la porte principale de la maison. Camille le suivit, se sentant étrangement nerveuse. Sophie avait cessé de pleurer et observait tout autour d'elle avec des yeux écarquillés, comme si elle était aussi impressionnée par ce nouvel environnement. La maison d'amis avait 2 chambres, un grand salon et une cuisine entièrement équipée. Elle était impeccablement propre et décorée avec des meubles de bon goût. Édouard traversa le salon, les mains dans les poches, évitant de regarder directement Camille et Sophie. « Vous pouvez utiliser la chambre de droite, » dit-il, la voix formelle et distante. « Il y a des vêtements propres dans l'armoire, laissés par d'anciens invités. Dans la cuisine, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. » Il s'arrêta et la regarda enfin. « Mon médecin personnel viendra vous examiner dans 1 heure. Et je veux être clair sur une chose, c'est temporaire. 7 jours, 1 semaine. Assez de temps pour que vous vous soigniez et que vous fassiez vos plans. » Camille hocha rapidement la tête. « Merci beaucoup, monsieur Martel. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne me remerciez pas, » coupa-t-il sèchement. « Soignez-vous et faites en sorte que cela ne devienne pas plus que ce que c'est. J'ai des réunions importantes cet après-midi et je ne peux pas être dérangé. » Il se dirigea vers la porte mais s'arrêta lorsque Sophie laissa échapper un petit pleur. Pendant un instant imperceptible, son visage s'adoucit, mais le masque revint rapidement. « Il y a du lait en poudre dans le garde-manger, » dit-il sans se retourner, « et des biberons stérilisés dans le placard de la cuisine. » Après le départ d'Édouard, Camille se retrouva seule au milieu du salon, tenant Sophie et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Quelques heures plus tôt, elle dormait dehors, à un coin de rue froid de Paris. Maintenant, elle se trouvait dans une maison plus grande et plus luxueuse que n'importe quel endroit où elle avait jamais vécu. Elle se dirigea d'abord vers la cuisine, où elle trouva exactement ce qu'Édouard avait promis. Le lait en poudre était de la meilleure marque, et il y avait même des petits pots pour bébé. Elle prépara un biberon avec des mains tremblantes, n'arrivant toujours pas à croire à sa nouvelle réalité. Sophie but avidement, et pour la première fois depuis des jours, Camille vit sa fille vraiment satisfaite. Les petits yeux sombres du bébé se fermèrent progressivement, et elle s'endormit dans les bras de sa mère avec une expression de paix qui serra le cœur de Camille d'émotion. Elle emmena Sophie dans la chambre et la déposa sur le lit king size, l'entourant d'oreillers pour créer un espace sûr, puis elle se dirigea vers la salle de bain et vit son reflet dans le miroir pour la première fois depuis des semaines. Ce qu'elle vit l'effraya.
Elle était trop maigre, les cheveux en désordre et ternes, la peau pâle avec des cernes sombres sous les yeux. Elle eut l'impression de regarder une étrangère. Elle ouvrit le robinet de la baignoire et se déshabilla lentement. L'eau chaude coula sur sa peau comme une bénédiction, emportant non seulement la saleté et l'odeur de la rue, mais aussi une partie du poids qu'elle portait sur ses épaules. Elle pleura en se lavant, des larmes de soulagement, de gratitude et une peur profonde que tout cela ne soit qu'un rêve, dont elle se réveillerait bientôt. En sortant du bain, enroulée dans une serviette douce, elle trouva des vêtements propres sur le lit, un jean à sa taille, un chemisier en coton et même des sous-vêtements encore étiquetés. Elle s'habilla rapidement, se demandant comment Édouard avait pu deviner sa taille avec autant de précision. Le médecin arriva exactement 1 heure plus tard, comme promis. Le docteur Henry était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux manières douces. Il examina Camille avec un soin professionnel, posant des questions détaillées sur ses symptômes. « Pneumonie bactérienne », diagnostiqua-t-il en rangeant son stéthoscope dans sa mallette. « Stade intermédiaire mais encore traitable. Je vais vous prescrire des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Avec du repos et un traitement adéquat, vous devriez être complètement rétabli en 2 semaines. » Il regarda Sophie qui dormait paisiblement. « Le bébé semble en bonne santé, mais je recommande un bilan complet. La malnutrition infantile peut causer des problèmes de développement à long terme. » Le docteur Henry laissa les ordonnances et partit, promettant de revenir dans 3 jours pour suivre le traitement. Camille se retrouva de nouveau seule avec Sophie, tenant les papiers qui représentaient sa chance de guérison. Cet après-midi-là, pendant que Sophie dormait, Camille explora la maison d'amis. Dans le salon, elle trouva des étagères remplies de livres, une télévision à grand écran et de larges fenêtres donnant sur le jardin. Elle pouvait voir la maison principale de là, un édifice imposant qui semblait renfermer ses propres secrets. C'est sur une étagère qu'elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter net. Parmi les livres se trouvait un vieux magazine, datant d'environ 5 ans avec une photo d'Édouard en couverture. Le titre disait « L'entrepreneur de l'année » raconte comment il a surmonté une tragédie personnelle pour reconstruire son empire familial. Avec des mains tremblantes, Camille ouvrit le magazine à la page de l'interview. La photo montrait un Édouard plus jeune, mais avec la même expression fermée qu'elle lui connaissait. L'article expliquait comment il avait repris l'entreprise familiale après la mort de son père et comment il avait développé les affaires de manière impressionnante ces dernières années. Mais c'est à la fin de l'interview que Camille trouva ce qu'elle cherchait. Une question du journaliste sur sa vie personnelle et la réponse laconique d'Édouard « J'ai perdu ma fille il y a 3 ans, d'une leucémie infantile. Depuis, je me concentre exclusivement sur le travail. La vie personnelle est un luxe que je ne peux plus me permettre. » Camille referma le magazine, le cœur serré. Maintenant, elle comprenait l'homme qu'elle avait rencontré. La cruauté avec laquelle il l'avait traitée la première nuit n'était pas seulement l'arrogance d'un homme riche, c'était la carapace de quelqu'un qui avait subi une perte dévastatrice et s'était fermé au monde pour ne plus souffrir. Et elle, sans le savoir, avait fait entrer un bébé dans sa vie. Ce soir-là, Camille prépara un dîner simple avec les ingrédients qu'elle trouva dans le garde-manger. Sophie s'était réveillée plus enjouée, souriant pour la première fois depuis aussi longtemps que Camille pouvait s'en souvenir. Le traitement faisait déjà effet, et elle se sentait plus énergique. Elle donnait le biberon à Sophie quand elle entendit des pas sur la véranda. À travers la fenêtre, elle vit Édouard marcher lentement dans le jardin, les mains dans les poches, le regard perdu au loin. Il semblait mener une bataille intérieure, et Camille ressentit une pointe de compassion pour lui. Sophie termina son biberon et commença à faire les petits bruits que font les bébés quand ils sont satisfaits. Camille la prit dans ses bras et se mit à marcher dans le salon, la berçant doucement. C'est alors qu'elle se mit à fredonner une berceuse que sa propre mère lui chantait. « Fais dodo, mon petit trésor ». La voix sortait naturellement, douce et mélodieuse, remplissant la maison silencieuse d'une musique qui parlait d'amour inconditionnel, de protection et de soin. Sophie se calmait dans les bras de sa mère, ses petits yeux se fermant progressivement. Camille ne remarqua pas qu'Édouard avait cessé de marcher et se tenait maintenant à l'extérieur, près de la fenêtre, en train d'écouter. Elle ne vit pas les larmes qui perlèrent à ses yeux lorsque la mélodie familière lui parvint,
ramenant avec elle des souvenirs d'une époque où il chantait lui-même la même chanson à une petite fille aux boucles blondes qui riait dans ses bras. Elle ne le vit pas s'éloigner rapidement, presque en courant pour retourner à la maison principale, fuyant une douleur qu'il pensait avoir enterrée pour toujours. Sophie s'endormit complètement dans les bras de Camille, qui l'emmena dans la chambre et la déposa avec un soin extrême. Puis elle retourna dans le salon et s'assit sur le canapé, regardant par la fenêtre vers la maison principale où une seule lumière restait allumée, dans ce qui semblait être un bureau au 2e étage. Elle ne savait pas qu'à ce moment-là, Édouard était là-haut, tenant une photographie de sa fille perdue et pleurant pour la première fois depuis ses funérailles, il y a 3 ans. Elle ne savait pas que la présence de Sophie avait fissuré le mur qu'il avait construit autour de son cœur et qu'il était terrifié par ce que cela pourrait signifier. Camille savait seulement que pendant 1 semaine, elle et Sophie auraient un toit sur la tête, de la nourriture dans l'estomac et la chance de se rétablir. C'était plus qu'elle n'avait osé espérer en décidant de rendre ce portefeuille. Mais alors qu'elle se préparait à dormir pour la première fois depuis des mois dans un vrai lit, entre des draps propres et doux, elle ne pouvait imaginer que ces 7 jours se transformeraient en l'expérience la plus transformatrice de la vie de toutes les personnes impliquées. Dans la maison principale, Édouard resta éveillé toute la nuit, luttant contre les souvenirs que la berceuse avait réveillés, et se demandant pourquoi il avait permis à cette femme et à sa fille d'entrer dans sa vie si soigneusement contrôlée. Aucun des deux ne savait que leur premier jour ensemble n'était que le début d'un voyage qui changerait à jamais leur façon de voir l'amour, la famille et les secondes chances. Les jours suivants dans la propriété d'Édouard s'écoulèrent en une succession de petits moments qui tissèrent progressivement une toile invisible de lien entre les habitants des 2 maisons. Camille se sentait plus forte chaque jour. Le traitement faisait effet, sa toux avait considérablement diminué, et pour la première fois depuis des mois, elle parvenait à dormir une nuit entière sans se soucier de l'endroit où elle passerait la suivante. Sophie s'épanouissait comme une plante qui aurait enfin trouvé un sol fertile. Avec une alimentation adéquate et un environnement sûr, le bébé était devenu plus actif, souriant fréquemment et réagissant aux stimuli qui l'entouraient. Camille découvrit que la maison d'amis était équipée de jouets pour enfants, des mobiles colorés, des hochets doux et même un berceau portable qui était mystérieusement apparu dans la chambre la 2e nuit. C'est le 3e jour que Camille rencontra Madame Mercedes. La dame d'une 60aine d'années se présenta à la porte de la maison d'amis le jeudi matin, portant un plateau avec le petit déjeuner et un sourire chaleureux qui illumina toute la pièce. « Bonjour, ma chère, » dit-elle, entrant avec le naturel de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois. « Je suis Mercedes. Je m'occupe de la maison principale depuis 15 ans. Monsieur Édouard m'a demandé de vérifier si vous aviez besoin de quelque chose. » Camille, qui donnait le biberon à Sophie dans le salon, se leva rapidement. « Merci beaucoup, mais il ne fallait pas vous déranger. »« Pas de dérangement du tout, » interrompit Madame Mercedes, posant le plateau sur la table du salon. « C'est un plaisir d'avoir de la vie dans cette maison à nouveau. Il y a si longtemps que je n'ai pas entendu de rire d'enfant ici. » Elle s'arrêta brusquement, comme si elle en avait trop dit, et se dirigea vers Sophie dans les bras de Camille. « Quel adorable bébé !» murmura-t-elle, tendant son doigt à l'enfant, qu'il attrapa immédiatement avec ses petites mains. « Combien de mois ?»« 4 mois, » répondit Camille, observant le visage de Madame Mercedes s'illuminer. « L'âge parfait. Elles réagissent déjà à tout, mais sont encore de purs petits anges. » Mercedes agita doucement le doigt que Sophie tenait. « Puis-je la prendre dans mes bras ?» Camille hésita une seconde avant de lui confier Sophie. Le bébé se blottit immédiatement dans les bras expérimentés de Madame Mercedes, qui se mit à la bercer avec des mouvements naturels et doux. « Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, » murmura la dame, plus pour elle-même que pour Camille. « Depuis la petite Isabelle... »« Isabelle » demanda doucement Camille. Mercedes leva les yeux, réalisant qu'elle avait prononcé le nom. Elle soupira profondément et s'assit sur le canapé, tenant toujours Sophie, la fille de Monsieur Édouard, une enfant spéciale, pleine de vie et de rire. Elle courait partout dans la propriété, grimpait aux arbres, jouait dans le jardin. Sa voix devint mélancolique. C'était une enfant heureuse jusqu'au jour où elle est tombée malade. Camille s'assit à côté d'elle, sentant le poids de l'histoire qu'elle était sur le point d'entendre. « Leucémie, » continua Mercedes. «
Ils l'ont découvert quand elle avait 4 ans. Pendant 2 ans, M. Édouard s'est battu de toutes ses forces. Il l'a emmené voir les meilleurs médecins du pays puis du monde. Il a vendu des entreprises, dépensé des fortunes, tout fait. Mais elle n'a pas survécu, compléta Camille à voix basse. Non. Et quand Isabelle est partie, elle a emporté le cœur de son père avec elle. Monsieur Édouard est devenu une personne complètement différente. Avant, il riait, il jouait, il avait toujours sa fille dans les bras. Après, Mercedes secoua tristement la tête. Après, il s'est fermé à tout et à tous. Il a interdit qu'on mentionne Isabelle, a rangé toutes les photos, donné tous les jouets. Cette maison d'amis est restée abandonnée parce que c'est là qu'il prévoyait de lui construire une chambre spéciale quand elle serait plus grande. Camille sentit les larmes lui brûler les yeux. C'est pour ça qu'il nous a laissé rester ici. Peut-être, dit Mercedes, observant Sophie jouer avec ses propres doigts. Ou peut-être que, pour la première fois en 3 ans, il a vu un enfant qui avait besoin de protection et n'a pas pu simplement tourner le dos. Les 2 femmes restèrent silencieuses un moment, chacune perdue dans ses pensées. Ce fut Mercedes qui rompit le silence. « Puis-je vous donner un conseil, ma chère? Soyez patiente avec lui. Monsieur Édouard est un homme bon qui a très peur de souffrir à nouveau. Et vous et cette petite... » Elle regarda tendrement Sophie. « Vous représentez tout ce qu'il a perdu. » Cet après-midi-là, pendant que Sophie dormait, Camille décida d'explorer un peu plus la propriété. Elle se promena dans les jardins impeccablement entretenus, admirant les fleurs et les arbres qui créaient une oasis de tranquillité au milieu de la ville agitée. C'est en arrivant à l'arrière de la propriété qu'elle la vit. Une petite et charmante cabane dans un chêne centenaire. Elle était bien conservée, comme si quelqu'un s'en occupait encore, mais il y avait un air d'abandon qui suggérait qu'elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. « C'était la sienne », dit une voix derrière elle. Camille se retourna et vit Édouard marcher dans sa direction. C'était la première fois qu'ils se croisaient depuis le jour de son arrivée. « Celle d'Isabelle » demanda-t-elle doucement. Édouard hocha la tête, s'arrêtant à côté d'elle et regardant la cabane. « Je l'ai construite pour son 5e anniversaire. Nous avons passé des semaines entières à planifier comment elle serait, de quelle couleur la peindre, où mettre les fenêtres. Sa voix était différente, plus basse, chargée de souvenirs. Elle m'a aidé à choisir chaque détail. « Ça a dû être très spécial, » dit Camille, sentant la douleur qui émanait de lui. « C'était le dernier projet que nous avons fait ensemble avant le diagnostic, » continua Édouard, les mains dans les poches, regardant vers le haut. Après ça, elle était trop faible pour y monter. Ils restèrent silencieux pendant plusieurs minutes, partageant un moment de deuil silencieux pour une enfant que Camille n'avait jamais connue, mais dont la présence habitait encore chaque recoin de cette propriété. « Pourquoi n'avez-vous pas eu d'autres enfants ?» demanda Camille, regrettant aussitôt sa question intime. Édouard la regarda mais ne parut pas offensé. Comment avoir le courage d'aimer à nouveau quand on sait qu'on peut tout perdre une seconde fois? La question resta en suspens entre eux, chargée de signification qu'aucun des deux n'était prêt à affronter complètement. C'est le matin du 5e jour que tout changea. Camille était dans le salon de la maison d'amis jouant avec Sophie sur le tapis quand elle entendit des voix fortes venant de la maison principale. Une discussion animée qui s'intensifiait à chaque instant. « Complètement fou, Édouard. Une inconnue avec un enfant vivant sur ta propriété? Ce ne sont pas tes affaires, Marcel. Bien sûr que si. Je suis ton frère et ton associé. Cette femme est apparue de nulle part, avec une histoire bien pratique, et tu l'as simplement crue. » Camille s'approcha de la fenêtre et vit 2 hommes sur la véranda de la maison principale. Édouard lui tournait le dos, mais elle pouvait voir l'autre homme clairement, plus petit qu'Édouard, avec des cheveux plus clairs et des gestes agités. Son frère. « Elle a rendu mon portefeuille avec 1 000 € intacts, » dit Édouard, la voix contenue mais ferme. « Et alors, ça pourrait faire partie d'une arnaque plus grande. Elle gagne ta confiance avec un geste apparemment honnête. Et après quoi? Du chantage? Des poursuites judiciaires prétendant que tu as profité d'elle? Tu es paranoïaque. Je suis réaliste, » explosa Marcel. « Édouard, tu n'es plus toi-même depuis que ces 2-là sont arrivés. Mercedes m'a dit que tu restes éveillé toute la nuit, que tu regardes des vidéos d'Isabelle. Ne prononce pas ce nom. » La voix d'Édouard sortit avec une force qui fit reculer Camille de la fenêtre. Sophie, effrayée par le ton élevé, se mit à pleurer.
C'est exactement de ça que je parle, continua Marcel, implacable. Tu revis tout. Tu rouvres des blessures qui ont mis 3 ans à cicatriser. Et pourquoi pour une femme que tu ne connais pas et un enfant qui n'est pas ta responsabilité? Elle reste jusqu'à la fin de la semaine comme convenu, dit Édouard, la voix dangereusement basse. Après ça, je ne veux plus en entendre un mot. Édouard, s'il te plaît, regarde-toi. Regarde ce que ça te fait. Isabelle est partie. Rien ne la ramènera. Et te torturer avec des substituts ne fera qu'aggraver ta douleur. Il y eut un long silence, puis Camille entendit les pas de quelqu'un descendant les escaliers de la véranda. Quand elle s'approcha de nouveau de la fenêtre, elle ne vit que Marcel, seul, secouant la tête avec inquiétude. Ce soir-là, Camille ne vit pas Édouard dans les jardins, comme c'était devenu habituel. La maison principale resta sombre, à l'exception du bureau au 2e étage, où une lumière resta allumée très tard. Sophie était agitée, comme si elle sentait la tension dans l'air. Camille la prit dans ses bras et se promena dans le salon, chantant doucement la même berceuse que la première nuit. C'est alors qu'elle entendit des pas sur la véranda. Édouard apparut à la porte vitrée du salon, mais il ne frappa ni n'entra. Il resta là, observant à travers la vitre. Camille pouvait voir son reflet sur la porte, le visage marqué par une expression de profonde douleur. Elle s'approcha de la porte et l'ouvrit lentement. « Elle a du mal à dormir », expliqua-t-elle doucement. Édouard hocha la tête mais ne dit rien. Ses yeux étaient fixés sur Sophie, qui avait cessé de gémir et le regardait maintenant avec curiosité. « Je peux... » commença-t-il, puis s'arrêta. « Bien sûr, » dit Camille, lui tendant Sophie. Édouard hésita un instant avant de tendre les bras. Quand Sophie se blottit contre sa poitrine, il ferma les yeux comme s'il ressentait une douleur physique. « Elle a le même poids qu'Isabelle à 4 mois, » murmura-t-il, la voix presque inaudible. Camille sentit son cœur se serrer. « Édouard, je marchais avec elle dans la maison quand elle faisait des cauchemars, » continua-t-il, commençant à bercer doucement Sophie. « Je lui chantais la même chanson que tu as chantée le premier jour. » Il se mit à fredonner doucement, la même mélodie que Camille connaissait, mais avec une voix masculine grave et émue. Sophie se calma complètement, ses petits yeux se fermant progressivement. « Fais dodo, mon petit trésor !» Les larmes coulaient silencieusement sur le visage d'Édouard pendant qu'il chantait, et Camille resta immobile, témoin d'un moment de pure vulnérabilité et de douleur. Quand Sophie s'endormit complètement, Édouard la rendit à Camille, ses mains tremblant légèrement. « Merci », dit-il à voix basse, et il s'éloigna rapidement avant qu'elle ne puisse répondre. Camille resta à la porte, tenant Sophie endormie, regardant Édouard disparaître dans l'obscurité du jardin. À ce moment, elle comprit pleinement le poids de ce que Marcel avait dit. Édouard n'offrait pas seulement un abri à elle et à Sophie, il revivait sa propre perte, rouvrant des blessures qui n'avaient peut-être jamais vraiment cicatrisé. Et elle se demanda si elle n'était pas égoïste d'accepter son aide, sachant à quel point cela le blessait. Mais quand elle regarda Sophie dormir paisiblement et en bonne santé dans ses bras, quand elle pensa aux nuits froides et à la faim qu'elles avaient laissée derrière elle, elle sut qu'elle n'aurait pas pu faire un autre choix. Parfois, le salut a un prix pour toutes les personnes impliquées. Et parfois, c'est exactement ce qui rend la rédemption possible. Il ne restait que 2 jours avant la fin du délai fixé par Édouard, et Camille ne savait toujours pas si elle trouverait la force de partir le moment venu. Le 7e jour arriva avec un ciel gris qui semblait refléter les sentiments de tous dans la propriété. Camille se réveilla avant le lever du soleil, regardant Sophie qui dormait paisiblement à côté d'elle dans le grand lit. Au cours des derniers jours, le bébé était devenu une enfant différente, plus active, souriante, en bonne santé. C'était comme si cette semaine lui avait permis de s'épanouir comme elle aurait dû le faire depuis sa naissance. Camille, de son côté, se sentait physiquement rétablie. Le traitement avait parfaitement fonctionné, sa toux avait presque complètement disparu, et elle avait pris quelques kilos qui la faisaient paraître moins fragile. Mais émotionnellement, elle était partagée entre une profonde gratitude pour tout ce qu'Édouard avait fait pour elle et la peur de ce qui allait suivre. Où irait-elle en partant d'ici? Elle avait économisé l'argent qu'elle avait obtenu la première nuit, elle avait toujours les 5 € restants, mais ce n'était même pas suffisant pour une nuit dans un hôtel bon marché. Les perspectives d'emploi pour une mère avec un bébé en bas âge étaient quasi inexistantes,
surtout sans référence ni adresse fixe. Mais elle avait promis de partir, et elle ne romprait pas sa parole. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller Sophie et se dirigea vers la cuisine. Elle décida de préparer un petit déjeuner spécial pour elle et sa fille, un dernier repas dans cette maison qui avait été leur refuge pendant une semaine. Elle battait des œufs quand elle entendit des pas sur la véranda. Édouard apparut à la porte vitrée, portant des vêtements décontractés pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Un jonc et une chemise en coton bleu qui le faisaient paraître plus jeune et moins intimidant. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Camille hocha la tête, continuant à préparer le petit déjeuner. Édouard entra et s'assit à la table de la cuisine, l'observant en silence pendant quelques instants. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il finalement. « Beaucoup mieux, merci. Le traitement a parfaitement fonctionné. » Elle se tourna vers lui avec un sourire sincère. « Je ne sais vraiment pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. » Édouard acquiesça, mais semblait agité. « Et vos projets? Pour quand vous partirez d'ici » Camille hésita, remuant les œufs dans la poêle. « Je suis encore en train de réfléchir aux options, » dit-elle, essayant de garder une voix ferme. « Camille. » Sa voix était plus douce maintenant. « Vous n'avez pas besoin de me mentir. Nous savons tous les deux que vous n'avez nulle part où aller. » Elle arrêta de remuer les œufs et se tourna vers lui, sentant les larmes menacées de couler. « Je trouverai un moyen, j'en trouve toujours un. Sophie et moi, nous en sortirons. »« Vous pouvez rester. » Les mots sortirent à voix basse, presque murmurés, mais résonnèrent dans la cuisine comme un coup de tonnerre. Camille le fixa, n'en croyant pas ses oreilles. « Quoi ?» Édouard se leva, passant les mains dans ses cheveux dans un geste de nervosité. « Vous pouvez continuer à vivre ici, dans la maison d'amis. Je peux vous donner un emploi. Mercedes vieillit et a besoin d'aide avec la maison. Vous pourriez travailler avec elle. » Camille éteignit le feu et se tourna complètement vers lui. « Édouard, je ne peux pas accepter ça. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que je sais pourquoi vous me le proposez. » Les larmes coulaient maintenant, sans qu'elle puisse les contrôler. « Et ce n'est pas juste pour vous. J'ai vu à quel point ça vous blesse, comment notre présence vous fait revivre des choses que vous préféreriez oublier. » Édouard s'approcha, s'arrêtant à quelques pas d'elle. « Et si je ne voulais pas oublier? Et si c'était le moment d'arrêter de fuir ?» Camille secoua la tête. « Je ne peux pas être responsable de votre souffrance. Vous avez déjà trop souffert. » Camille? Non. Elle s'éloigna, s'essuyant les yeux avec le dos de ses mains. « Sophie et moi partirons ce matin, comme convenu. C'est mieux pour tout le monde. » Édouard l'observa un long moment, une expression de frustration et quelque chose de plus, peut-être du désespoir passant sur son visage. « D'accord, » dit-il finalement, « si c'est ce que vous voulez. » Mais tous deux savaient que ce n'était pas ce qu'elle voulait, c'était ce qu'elle croyait être juste. 2 heures plus tard, Camille avait rangé ses quelques affaires dans le même sac en plastique avec lequel elle était arrivée. Sophie était vêtue de vêtements propres qu'Édouard avait fournis, et Camille avait laissé sur le lit les autres vêtements qu'elle avait portés pendant la semaine. Édouard ne vint pas lui dire au revoir. Madame Mercedes était sur la véranda de la maison principale, essuyant discrètement des larmes tout en leur faisant un signe de la main. Jean, le chauffeur, avait proposé de les conduire jusqu'au centre-ville, mais Camille avait refusé. Elle voulait partir de la même manière qu'elle était arrivée, par ses propres moyens. Elle marcha jusqu'au portail principal, tenant Sophie dans ses bras sans regarder en arrière. Si elle regardait, elle savait qu'elle perdrait le courage de partir. 10 minutes seulement après avoir quitté la propriété, Camille commença à se sentir étourdie. Au début, elle l'attribua à l'émotion du départ, mais elle réalisa bientôt que c'était autre chose. Ses jambes se mirent à trembler et elle dut s'appuyer contre un poteau pour ne pas tomber. Sophie se mit à pleurer, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien, mon amour », murmura Camille, mais sa voix était faible. « Maman est juste un peu fatiguée. » Elle essaya de continuer à marcher, mais les vertiges s'aggravèrent. Le monde se mit à tourner autour d'elle, et elle réalisa, avec une terreur croissante, qu'elle allait s'évanouir. La dernière chose qu'elle vit avant que tout ne devienne noir fut le sol se rapprochant rapidement, et sa dernière pensée consciente fut de protéger Sophie dans sa chute. Édouard était dans son bureau,
faisant semblant de travailler sur des rapports sur lesquels il ne parvenait pas à se concentrer, quand Jean frappa à la porte. « Monsieur Martel, pardon de vous déranger, mais... »« Qu'y a-t-il, Jean ?»« C'est à propos de la jeune femme et du bébé. Quelqu'un a appelé d'un foyer dans le centre. Elles sont là-bas, mais la jeune femme a fait un malaise. Elle est inconsciente. » Édouard bondit de sa chaise comme s'il avait reçu un choc électrique. « Quoi? Où? Quel foyer ?»« Le foyer Saint-François, dans le quartier de la République. Monsieur, on l'a trouvé tombé dans la rue avec le bébé. On les a emmenés là-bas parce qu'on ne savait pas quoi faire. » Édouard prenait déjà les clés de sa voiture. « Jean, appelez le docteur Henry. Dites-lui que c'est une urgence, je vais les chercher. » La course jusqu'au foyer fut un enchaînement flou de circulation, de feux rouges et d'une anxiété qu'Édouard n'avait pas ressentie depuis des années. Ses mains tremblaient sur le volant, et il se surprit à faire des promesses à un Dieu auquel il ne croyait plus depuis la perte d'Isabelle. Le foyer Saint-François était un bâtiment ancien et mal entretenu, avec des murs décrépits et une odeur d'humidité qui envahissait les narines. Édouard entra comme une tornade, cherchant un responsable. « Je cherche Camille », dit-il à la première employée qu'il rencontra, une jeune femme avec un bébé de 4 mois. On m'a appelé pour me dire qu'elle avait fait un malaise. La femme, une dame d'âge mûr en uniforme d'infirmière, le guida à travers des couloirs étroits jusqu'à une pièce au fond. « Elle est ici, toujours inconsciente. La petite va bien, mais elle a faim. » Édouard entra dans la pièce et sentit l'air lui manquer. Camille était allongée sur un lit étroit, pâle comme la cire, respirant superficiellement. Sophie était dans un berceau improvisé à côté, pleurant doucement. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda-t-il en s'approchant du lit. « Nous ne savons pas exactement. Quelqu'un l'a trouvée évanouie dans la rue avec l'enfant. Elle semble avoir une forte fièvre. Nous avons essayé de l'emmener à l'hôpital public, mais il n'y avait pas de place aux urgences. » Édouard sentit une rage froide lui monter à la gorge. « Pas de place ? C'est courant, monsieur. Le système public est toujours surchargé. » Édouard n'écouta pas le reste. Il prit Camille dans ses bras, surpris de sa légèreté, et se dirigea vers la sortie. « Monsieur, vous ne pouvez pas simplement... »« Je peux et je le fais, » dit Édouard avec une autorité qui n'admettait aucune contestation. « Cette femme est sous ma responsabilité. » Il porta Camille jusqu'à la voiture, avec Sophie pleurant dans ses bras. Jean, qui était arrivé juste après, aida à les installer sur la banquette arrière pendant qu'Édouard appelait le docteur Henry. « Henry, c'est Édouard. J'ai besoin que tu trouves une chambre à l'hôpital américain de Paris maintenant. C'est une urgence. »« Édouard, qu'est-ce que... » ?»« La patiente que tu as vue chez moi. Elle va très mal. Je l'y emmène dans 10 minutes. » Pendant le trajet vers l'hôpital, Édouard conduisit d'une main et tenait Sophie de l'autre. Le bébé avait cessé de pleurer et le regardait maintenant avec de grands yeux confiants, comme si elle savait instinctivement qu'il ne laisserait rien de mal lui arriver. À l'hôpital, Édouard accompagna l'équipe médicale qui emmenait Camille aux urgences. Il resta à l'extérieur de la salle d'examen, tenant Sophie et faisant les 100 pas comme un animal en cage. Le docteur Henry apparut 1 heure plus tard, portant encore sa blouse. « Comment va-t-elle » demanda immédiatement Édouard. « Pneumonie bactérienne récurrente, aggravée par le stress physique et émotionnel. Son système immunitaire s'est effondré. Pourquoi a-t-elle arrêté de prendre ses médicaments ? Elle a quitté la maison ce matin. Je ne sais pas si elle a emporté les médicaments. » « Édouard, elle a failli mourir. Si elle était restée plus longtemps dans la rue, dans son état... » Henry secoua la tête. « Nous allons la garder hospitalisée au moins 1 semaine. Elle a besoin d'antibiotiques par voie intraveineuse et d'une surveillance constante. » Édouard s'assit sur une chaise dans le couloir, tenant toujours Sophie. Le bébé s'était endormi dans ses bras, complètement confiant dans sa protection. C'est à ce moment, en regardant le petit visage tranquille de Sophie, qu'Édouard comprit quelque chose de fondamental. Il n'essayait pas de remplacer Isabelle. Il apprenait à aimer à nouveau, d'une manière différente, mais tout aussi profonde. Isabelle serait toujours sa première fille, la petite fille qu'il porterait dans son cœur pour toujours. Mais cela ne signifiait pas que son cœur n'avait pas de place pour plus d'amour. Les jours suivants, Édouard vécut pratiquement à l'hôpital. Il ne ramenait Sophie à la maison que pour que Madame Mercedes puisse l'aider, mais il revenait chaque matin et restait jusqu'à tard dans la nuit. Quand Camille se réveilla enfin, le 3e jour d'hospitalisation,
La première chose qu'elle vit fut Édouard endormi dans un fauteuil à côté du lit, avec Sophie blottie dans ses bras. « Édouard » murmura-t-elle, la voix rauque. Il se réveilla immédiatement, comme s'il attendait ce moment. « Camille. Comment vous sentez-vous »« Mieux. » Elle essaya de s'asseoir dans le lit. « Sophie. Elle va bien, parfaitement bien. » Édouard s'approcha du lit. « Camille, je dois vous dire quelque chose. » Elle le regarda attentivement. « Quand je vous ai trouvé dans ce foyer, quand je vous ai vue inconsciente, j'ai réalisé que je ne peux pas vous laisser sortir de ma vie à nouveau. » Sa voix était émue, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je n'essaie pas de remplacer Isabelle. J'essaie d'honorer sa mémoire en apprenant à aimer à nouveau. » Des larmes coulèrent sur le visage de Camille. « Édouard, je veux que vous rentriez à la maison, pour de bon, en tant que famille. Peu importe que nous n'ayons pas de lien de sang. Une famille, ce sont ceux que nous choisissons de soigner, de protéger, d'aimer. » Camille tendit la main et toucha doucement son visage. « Vous en êtes sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. » Sophie choisit ce moment pour se réveiller et leur sourire à tous les deux, comme si elle approuvait la décision. 6 mois plus tard, la propriété était complètement transformée. Les jardins résonnaient à nouveau de rires d'enfants, alors que Sophie grandissait et explorait son nouveau monde. La maison d'amis était officiellement devenue la maison de la famille qu'ils avaient choisi de former ensemble. Camille travaillait aux côtés de Madame Mercedes, mais elle avait aussi repris ses études à distance, Édouard payant sa formation d'infirmière. Sophie avait fait ses premiers pas dans le jardin, Édouard filmant chaque moment précieux. Marcel, d'abord sceptique, était tombé complètement amoureux de sa nièce adoptive et venait souvent juste pour jouer avec elle. La cabane dans l'arbre avait été rénovée et repeinte. Elle servait désormais à la fois de mémorial pour Isabelle et d'espace de jeu pour Sophie. Édouard avait placé une petite plaque de bronze sur le tronc de l'arbre. Pour Isabelle qui nous a appris que l'amour ne meurt pas, et pour Sophie qui nous a appris que le cœur peut aimer à nouveau. 1 an après cette nuit froide où un portefeuille fut perdu et retrouvé, Édouard était dans le jardin, observant Sophie jouer avec les bulles de savon que Madame Mercedes faisait pour elle. Camille s'approcha par derrière et passa ses bras autour de sa taille. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « Je pensais au jour où j'ai fait tomber mon portefeuille, » dit-il, couvrant ses mains des siennes. « À l'époque, j'ai cru avoir perdu quelque chose. Je n'imaginais pas que j'avais tout trouvé. » Sophie courut vers eux en criant « Papa! Maman !» avec la joie pure que seuls les enfants possèdent. Édouard la prit dans ses bras, et tous les 3 s'enlacèrent dans le jardin qui avait été témoin de tant de douleur et de rédemption. Parfois, perdre quelque chose de matériel est le seul moyen de trouver quelque chose d'éternel. Parfois, la famille n'a rien à voir avec le sang et tout à voir avec le choix. Et parfois, quand on pense que notre histoire est terminée, on découvre qu'elle ne fait que commencer. Édouard leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles commençaient à apparaître, et murmura un merci silencieux à Isabelle, qui était partie, et au destin qui avait amené Camille et Sophie dans sa vie. Certaines pertes nous détruisent, d'autres nous apprennent qu'il y a encore beaucoup d'amour à donner et à recevoir dans ce monde, et c'était une leçon qu'il garderait pour toujours dans son cœur. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Camille, Édouard et Sophie a profondément touché vos cœurs. Ce voyage de perte et de rencontre, de douleur et de rédemption, nous rappelle que les plus grandes transformations de la vie commencent souvent par les plus petits gestes de bonté et d'honnêteté. Si vous avez été ému par chaque chapitre de cette famille, qui s'est formée par le choix et l'amour inconditionnel, laissez votre pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus touché. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et nous enseignent la force transformatrice du véritable amour. Nous vous attendons pour le prochain épisode où un nouveau voyage d'émotions vous attend.